J'ai toujours pensé que la vie était faite de petits silences. Des silences entre les mots, entre les décisions, entre les moments qui comptent vraiment. Ce n'est qu'aujourd'hui, à l'âge de 66 ans, que je réalise que mes silences n'étaient pas des intervalles, mais la musique même de mon existence. Une mélodie muette qui se répercutait sur les murs de l'appartement 302 où j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte. Je m'appelle Maria, mais parfois cela semble être un détail, quelque chose de secondaire par rapport au rôle que j'ai toujours joué. Épouse d'Antonio, mère de Carlos et d'Eduardo, grand-mère des garçons. Aujourd'hui, avec mes cheveux complètement gris et mes mains marquées par le temps, je me retrouve à regarder les photos encadrées sur l'étagère du salon. Ce sont des fragments d'une vie, le mariage, la naissance des garçons, les remises de diplômes, leur mariage, la naissance des petits-enfants. Sur toutes ces photos, je suis présente, souriante, toujours légèrement dans l'ombre de quelqu'un, comme si ma présence était un complément, jamais le centre de l'image. Quand Antonio est parti il y a 7 ans, victime d'un infarctus massif, quelque chose a changé dans le silence de l'appartement. Ce n'était pas seulement l'absence de ses pas dans le couloir ou le bruit du journal que l'on feuilletait chaque matin. C'était un autre type de vide, un silence interrogatif qui semblait me demander « Et maintenant, Maria, qui es-tu sans lui ?» Je n'ai jamais trouvé de réponse. Les premiers mois de mon veuvage ont été marqués par la présence constante de mes enfants. Carlos, l'aîné, avec son efficacité pratique, a immédiatement pris le contrôle des finances. « Maman, ne t'inquiète pas. Je transfère la pension sur mon compte et je gère tout pour toi. Les factures, les médicaments, le supermarché, tu n'as pas à t'en préoccuper. » Et c'est ce qui a été fait. J'ai confié la responsabilité de ma propre subsistance, comme si c'était une faveur que je me faisais à moi-même. Eduardo, le plus jeune, a accepté sans hésiter. « C'est mieux ainsi, maman. Tu ne t'es jamais occupée de ces choses-là. » Ils avaient raison, d'une certaine manière. Depuis 42 ans que je suis mariée, je n'ai jamais eu de compte bancaire à mon nom. L'argent pour la maison a toujours été l'argent d'Antonio, même lorsque je travaillais comme couturière dans les premières années de mon mariage pour compléter mes revenus. Mon salaire allait directement sur son compte. « C'est plus pratique », dit Antonio. « Nous ne faisons qu'un, pourquoi le diviser ?» Au fil du temps, les enfants ont grandi et j'ai cessé de travailler pour me consacrer entièrement à la famille. Mon univers s'est réduit à ces murs. Tandis qu'Antonio, et plus tard mes enfants, partaient dans le monde, je restais ici, gardant cet espace, m'assurant qu'ils avaient tous un foyer où retourner. Au fil des ans, les visites des garçons se sont raréfiées. Carlos, cadre dans une multinationale, était toujours occupé par des réunions et des voyages. Eduardo, propriétaire d'une petite entreprise de technologie, était toujours absorbé par ses projets. Les belles-filles venaient plus souvent, amenant leurs petits-enfants pour passer quelques heures avec moi. De brefs moments où je préparais des collations et écoutais des histoires sur l'école, sur des amis que je ne connaissais pas, sur une vie qui se déroulait au-delà de mes murs. Lors de chaque visite mensuelle, Carlos me demandait « Tu vas bien, n'est-ce pas, maman ?» Je ne m'inquiète pas. Nous nous occupons de tout. Et j'acquiesçais avec un sourire dont je ne savais plus s'il était le mien ou ce qu'ils attendaient de moi. Les jours s'écoulent, identiques les uns aux autres. La télévision, un peu de lecture, quelques mots croisés, des appels téléphoniques sporadiques des enfants, une visite occasionnelle. De la fenêtre du salon, je regardais la vie qui se déroulait à l'extérieur, les enfants qui allaient à l'école, les jeunes couples qui se tenaient par la main, les personnes âgées comme moi qui marchaient avec leur canne ou qui étaient accompagnées par des soignants. J'avais une routine modeste mais précise. Je me réveillais toujours à 6 heures du matin, une habitude que j'ai conservée même après la retraite et plus tard, la mort d'Antonio. Café noir et tartines, assise à la table de la cuisine, je contemplais le petit vase de violettes que je gardais à la fenêtre, seul être vivant à part moi dans cet appartement. Ensuite, j'ai rangé le lit, passé le balai et préparé un déjeuner simple. L'après-midi, j'allais parfois faire un tour dans le quartier ou sur la petite place où quelques dames de mon âge se réunissaient pour tricoter et bavarder. Je ne me suis jamais rapprochée d'elles. Quelque chose en moi semblait définitivement déplacé, comme si je ne savais plus comment me faire des amis, comment partager. Les soirées ont été les plus difficiles. Le silence devenait plus dense, presque palpable. Je m'asseyais sur le canapé devant la télévision, regardant des programmes qui ne m'intéressaient pas vraiment, juste pour entendre des voix humaines remplir la pièce. Parfois, j'appelais mes enfants.
Mais les conversations étaient toujours brèves. « Je suis occupée, maman. Je t'appelle plus tard. » Le « plus tard » arrivait rarement. Dans le placard de la cuisine, elle gardait ses médicaments contre la tension artérielle et l'arthrite que Carlos lui fournissait tous les mois. Sur la table de chevet, le simple téléphone portable qu'Eduardo m'avait offert pour les urgences. Je vivais entourée de ces petites manifestations de la sollicitude de mes enfants, une sollicitude pratique et lointaine qui n'impliquait ni temps ni présence. Hier, cependant, la routine a été rompue. Eduardo est arrivé au milieu de l'après-midi, sans prévenir. C'est étrange, ai-je immédiatement pensé. Mes enfants me préviennent toujours avant de venir, comme si ma vie pouvait être si occupée que je ne puisse pas les recevoir. J'ai ouvert la porte et j'ai remarqué quelque chose de différent dans ses yeux. Une lueur anxieuse, presque fiévreuse. Il m'a serré plus fort que d'habitude. Il m'a serré plus fort que d'habitude. « Tu manges bien ?» J'ai acquiescé, le regardant enlever sa veste et desserrer sa cravate. Eduardo avait toujours été le plus affectueux des deux, mais ce jour-là, il y avait quelque chose de calculé dans ses gestes, une nervosité à peine dissimulée. Je lui ai proposé de prendre un café et je me suis dirigé lentement vers la cuisine. L'arthrite était particulièrement douloureuse ce jour-là. Non, ne vous inquiétez pas. Il m'a suivi en posant un dossier sur la table. Ah, en fait, je suis venu m'occuper d'une affaire importante. Quelque chose qui pourrait changer notre vie à tous. Je me suis assise, sentant un poids inexplicable sur ma poitrine, comme si je savais déjà que quelque chose allait changer fondamentalement dans ma vie. Eduardo s'est assis en face de moi et a ouvert le dossier avec une attention particulière. « Maman, nous avons besoin d'une faveur, » dit-il en plaçant quelques papiers devant moi. C'est juste une signature. Les doigts d'Eduardo tambourinent sur la table, tandis qu'il explique ce qu'il appelle la grande opportunité. Sa voix oscillait entre l'enthousiasme et une étrange forme de condescendance, comme s'il s'adressait à un enfant qu'il fallait convaincre avec des mots simples. « C'est un projet familial, maman. C'est un projet familial, maman. Quelque chose que nous préparons depuis des mois, » explique-t-elle en ouvrant d'autres papiers sur la table en formica de la cuisine. Carlos et moi avons trouvé une opportunité commerciale incroyable. Tu sais, cette zone en plein essor près du nouveau centre commercial, nous envisageons d'y ouvrir une succursale de la société. J'ai regardé les documents éparpillés. Les lettres semblaient minuscules, dansant devant mes yeux fatigués. Depuis que j'ai 60 ans, ma vue s'est progressivement dégradée. Je porte des lunettes de lecture, mais à ce moment-là, elles étaient dans la chambre, et je ne voulais pas interrompre l'explication d'Eduardo pour aller les chercher. « Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi ?» demandai-je en ressentant une appréhension croissante. Quelque chose dans cette visite soudaine, cette urgence à peine dissimulée, me causait un profond malaise que je n'arrivais pas à nommer. Eduardo a pris une grande inspiration, répétant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « La banque demande des garanties pour le prêt dont nous avons besoin. Carlos et moi avons déjà mis en gage tout ce que nous possédons. Nos maisons, nos voitures, mais il manque encore une partie. » Il marque une pause, étudiant ma réaction. « Nous pensons à l'appartement, maman. » Le mot est tombé comme une pierre dans une eau calme, répandant des vagues de malaise en moi. « L'appartement » ai-je répété, regardant instinctivement autour de moi les murs qui m'avaient abrité pendant 4 décennies. Cet endroit où Antonio et moi avons élevé nos enfants. Là où nous avons fêté les anniversaires, les Noëls, les diplômes. Là où Antonio a rendu son dernier souffle, dans mes bras, un dimanche matin. C'est là, debout, trop grand pour toi, poursuit Eduardo, avec une douceur étudiée dans la voix. Il y a 3 chambres, 2 salles de bain, et toi seul. Pense au travail de nettoyage, aux dépenses. Je ne pense pas que ce soit grand, ai-je répondu avec une fermeté qui m'a surprise. Et j'aime bien m'en occuper. Eduardo a reniflé, visiblement mal à l'aise face à ma résistance. Le problème, maman, c'est que nous avons besoin de capital pour investir. Et l'appartement est un actif qui n'est pas utilisé à son plein potentiel. Un atout, le mot sonne étrangement à mes oreilles. Je n'avais jamais considéré mon logement comme un actif. Oui, un actif. Nous pouvons la vendre, investir dans l'entreprise et trouver un meilleur endroit pour vous, plus adapté à votre stade de vie. Un rez-de-chaussée peut-être, avec moins d'escaliers, plus de sécurité. Je suis resté silencieux, ressentant une douleur sourde dans la poitrine qui n'avait rien à voir avec mes problèmes cardiaques. C'était une douleur ancienne et familière, la douleur de quelqu'un qui se rend compte qu'on l'éloigne lentement de son propre récit. « Je ne sais pas, Eduardo », murmurai-je enfin. « Cet endroit,
a beaucoup de souvenirs. Les souvenirs sont ce que nous emportons avec nous, maman. Ils ne sont pas sur les murs. Il a souri, ce sourire qu'il utilisait enfant pour me convaincre de lui donner une autre part de gâteau. De plus, c'est temporaire. Dès que l'affaire commencera à rapporter, nous t'achèterons un autre logement. Ou, si tu préfères, tu peux vivre avec nous. Nous avons une chambre d'amis qui n'est pratiquement jamais utilisée. L'idée de vivre en tant qu'invité dans la maison de mon propre fils m'a serré la gorge. Je me suis levée et je me suis approchée de la fenêtre. Dans la rue en contrebas, la vie continuait à son rythme habituel. Le garçon chez le marchand de journaux rangeant ses magazines. La jeune mère poussant un landau. Le monde tournait, inconscient du fait que le mien était sur le point de s'effondrer. Je demandais, toujours dos à Eduardo, si je pouvais réfléchir un instant. Je l'ai entendu soupirer d'impatience. « En fait, maman, il faut qu'on règle ça vite. La banque réclame les documents et nous avons déjà un acheteur intéressé. » Je me suis retournée brusquement. « Vous avez déjà un acheteur ? Mais comment ?» Eduardo a eu la décence de paraître embarrassé. « Eh bien, nous avons fait quelques recherches préliminaires. Pour sonder le marché, vous savez, et quelqu'un s'est présenté qui était prêt à payer un excellent prix. Le sentiment de trahison était si intense que j'ai dû m'appuyer sur le mur. Ils avaient déjà pris leur décision. Ce n'était qu'une formalité. « Carlos vient-il » ai-je demandé, essayant de gagner du temps. « Il a une réunion importante, mais il sera là demain pour que nous puissions parler davantage. » Eduardo consulte sa montre. « Écoute, maman, je sais que c'est soudain, mais parfois les meilleures opportunités sont comme ça. Pense au bien de la famille. Cette entreprise pourrait garantir l'avenir de tes petits-enfants. » Il m'a ramené à la table et m'a mis un stylo dans la main. « Signez ici, sur la ligne pointillée. Ce sont des documents qui autorisent la vente. Ensuite, nous nous occuperons de toutes les formalités administratives pour vous. » J'ai regardé le stylo, le papier et le visage anxieux de mon fils. 42 ans au service de sa famille. Il les a toujours fait passer en premier, sacrifiant ses rêves, ses ambitions, ses désirs personnels. « Pourrais-tu au moins lire les documents d'abord » demandai-je d'une seule voix. « Bien sûr, maman, mais ce sont des termes techniques, des choses ennuyeuses. Carlos et moi avons tout passé en revue. Tout est conforme à la loi. » Il montre la ligne de signature. Ici, dans cette partie. Mes mains tremblaient. Je ne sais pas si c'était à cause de l'arthrite qui progressait chaque hiver ou de la peur qui me consumait. Je me suis penchée sur le document, essayant de discerner les lettres trop petites pour mes yeux vieillissants. « Je crois que je devrais aller chercher mes lunettes », ai-je marmonné. « Maman », Eduardo a posé sa main sur la mienne, avec une douceur qui m'a presque convaincue. « Fais-nous confiance. Nous sommes tes enfants. Nous ne voulons que ton bien. » Et j'ai signé. Un geste rapide, automatique, comme tant d'autres que j'ai fait au cours de ma vie. J'ai signé sans lire, sans bien comprendre ce que ces papiers signifiaient. J'ai signé parce que j'avais été conditionnée à faire confiance, à ne pas poser de questions, à accepter que d'autres, d'abord Antonio, puis mes enfants, sachent ce qui était le mieux pour moi. Eduardo a rapidement rassemblé les documents, comme s'il craignait que je change d'avis. Il les a mis dans sa mallette, s'est levé et m'a embrassé sur le front. « Tu ne le regretteras pas. Tu verras. » Lorsqu'il est parti, l'appartement semblait plus calme que jamais. J'ai parcouru lentement chaque pièce, touchant les meubles, regardant les photos, sentant le poids de la décision que je venais de prendre. Sur l'étagère, la photo de mon mariage. Moi, en blanc, à côté d'Antonio. Si jeune, si pleine d'attente. Que dirait cette Maria de 20 ans à cette femme de 66 ans qui venait d'abandonner le seul espace qu'elle appelait vraiment le sien? Le lendemain matin, comme promis, Carlos se présente. Plus formel qu'Eduardo, avec son costume impeccable et ses lunettes à monture coûteuse, il portait une mallette semblable à celle de son frère. Je suis venu apporter le reste de la documentation. « Quelle paperasse ?» demandai-je, confus. « N'ai-je pas déjà tout signé hier ?» Carlos renifle, évitant mon regard. Ce ne sont que des ajouts, des choses qui facilitent la transaction. Nous étions assis à la table de la cuisine, la même scène que la veille, se répétant comme une pièce de théâtre mal répétée. Carlos, lui, est plus objectif, moins porté sur les émotions. « Vous restez temporairement chez moi », explique-t-il, comme s'il s'agissait d'un simple arrangement logistique. La chambre d'amis est petite mais confortable. Ensuite, nous trouverons quelque chose de parfait pour toi. J'ai demandé ce qu'il en était de mes affaires, en regardant les meubles, les tableaux, les petits souvenirs accumulés au fil des décennies. Nous pouvons en stocker certaines dans le garde-meuble que j'ai loué. Le reste, il fait un geste vague. Eh bien,
La plupart d'entre eux sont assez vieux maintenant, n'est-ce pas? Il est peut-être temps de les rafraîchir. Le sentiment d'être effacé, morceau par morceau, s'accentua encore. Ce n'étaient pas seulement les murs qui allaient cesser d'être les miens, c'étaient les souvenirs matérialisés dans chaque objet. Combien de temps avant que je doive partir? La question est sortie étranglée. L'acheteur veut conclure dans 30 jours. Carlos ajuste ses lunettes, consulte quelques papiers, mais ne vous inquiétez pas pour le déménagement. Nous nous occupons de tout. De nouveau, le stylo dans ma main. De nouveau, les documents en petits caractères. De nouveau, la signature automatique, conditionnée par des décennies de soumission silencieuse. Lorsque Carlos m'a dit au revoir, je me suis promis de commencer à faire le tri dans mes affaires personnelles. De petits souvenirs qui ne prendraient pas trop de place dans la petite chambre d'amis confortable qui m'attendait. J'étais en train de ranger des photos quand on a sonné à la porte. Monsieur Gomes, mon voisin du 301, veuf comme moi, mais avec une énergie et une indépendance que j'avais toujours secrètement enviées. « Madame Maria », dit-il, après les salutations d'usage. « Je suis désolé de vous déranger, mais votre fils était ici hier avec un agent immobilier. Ils ont mesuré les murs, pris des photos. J'ai trouvé cela étrange, car vous n'avez jamais mentionné que vous déménagiez. » Son expression inquiète m'a fait l'effet d'une gifle. « Hier ? Mais je n'avais signé les documents qu'hier après-midi. Comment pouvait-il être déjà chez un agent immobilier en train de prendre des mesures et des photos? Il doit y avoir une erreur, ai-je répondu, en essayant de garder mon sang-froid. Mes enfants sont juste en train d'évaluer l'appartement pour une nouvelle assurance. Monsieur Gomes a hoché la tête, visiblement peu convaincu. Eh bien, si la dame a besoin de quoi que ce soit, je serai à côté. J'ai fermé la porte en tremblant. Un soupçon douloureux commençait à se former dans mon esprit. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le soleil. J'avais mal dormi, tourmentée par des rêves confus où je me retrouvais perdue dans des couloirs sans fin, à la recherche d'une porte que je ne trouvais pas. La suspicion née des paroles de M. Gomes m'envahissait à présent complètement. Je m'habillais avec soin, choisissant l'une de mes plus belles tenues, un pantalon de laine gris, un chemisier bleu clair boutonné, le collier de perles synthétiques qu'Antonio m'avait offert pour notre 30e anniversaire. Je ne savais pas exactement pourquoi je m'habillais ainsi, comme pour une grande occasion, mais je ressentais le besoin d'une armure, même symbolique. L'ascenseur descendit lentement, ses mécanismes anciens grondant comme à l'accoutumée. Lorsque les portes se sont ouvertes au rez-de-chaussée, j'ai senti mon cœur s'emballer. Je me suis dirigée vers le tableau d'affichage de la copropriété, ce panneau de liège sur lequel les résidents laissaient des avis de réunion, des offres de services ou des objets à vendre. Et c'est là qu'il est apparu. Une feuille de papier professionnel brillant, avec une photo de mon appartement, j'ai immédiatement reconnu le salon, bien que l'angle de la photo le fasse paraître beaucoup plus grand et lumineux qu'il ne l'était en réalité. Au-dessus de la photo, en grosses lettres, « Appartement à vendre, 302 ». Et en dessous, en plus petites lettres, des descriptions alléchantes, spacieux, 3 chambres, situation privilégiée, immeuble traditionnel. En bas, le nom d'un agent immobilier et un numéro de téléphone que j'ai immédiatement reconnu, le portable de Carlos. Mes jambes faiblissent. Je me suis appuyée contre le mur, essayant de reprendre le souffle qui semblait avoir été aspiré de mes poumons. Ce n'était pas seulement le fait que l'appartement était déjà annoncé, c'était la date dans le coin du journal. Il y a 3 semaines. Ils avaient mis l'appartement en vente avant même de m'avoir demandé de signer le moindre document. Comme si mon accord n'était qu'une formalité, un détail bureaucratique à régler. J'ai arraché l'annonce du panneau, je l'ai pliée avec des doigts tremblants et je l'ai mise dans mon sac. J'ai marché jusqu'à l'ascenseur, chaque pas semblant plus lourd que le précédent. Lorsque les portes se sont refermées, j'ai enfin laissé couler les larmes. Ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse ou de colère, c'était les larmes de quelqu'un qui commence à se réveiller d'une longue torpeur. De retour à l'appartement, je me suis assise dans le fauteuil du salon, celui qu'Antonio occupait les soirs de lecture. Qu'avais-je signé au juste? Que signifiaient ces documents aux lettres si petites que je les distinguais à peine? L'inquiétude grandissante m'a poussée à une action que je n'aurais jamais imaginée. M'introduire dans l'ancien bureau d'Antonio. Ce n'était pas interdit, c'était ma maison, après tout. Mais depuis sa mort, je n'avais pratiquement pas touché à cette pièce. C'était un sanctuaire de ses souvenirs, avec ses livres de contes, ses pipes qui ne seraient jamais rallumées, ses cadres de photos de parties de pêche avec des amis. Entrer dans cette pièce me causait toujours une vive douleur, comme si je troublais son repos. Mais aujourd'hui,
C'était différent. J'avais besoin de réponses, et je sentais instinctivement qu'elles étaient peut-être là, cachées parmi les traces de la vie de l'homme qui avait contrôlé la mienne pendant si longtemps. Le bureau en bois sombre occupait le centre de la petite pièce. Je m'assis sur la chaise pivotante, me sentant étrangement comme un imposteur, comme si j'usurpais une place qui ne m'appartenait pas. Les tiroirs étaient rangés avec la méticulosité qui avait toujours caractérisé Antonio. Des chemises étiquetées, des documents séparés par sujet, tout était parfaitement répertorié. J'ai commencé à les ouvrir, un par un. De vieilles factures, les contrats de travail d'Antonio, des polices d'assurance périmées. Dans le 3e tiroir, j'ai trouvé des relevés bancaires datant de plusieurs années. Mon nom n'apparaissait sur aucun d'entre eux, seulement celui d'Antonio ou, plus récemment, celui de Carlos. Comme si j'étais une ombre qui n'existait qu'en marge de la vie financière de la famille. Dans le dernier tiroir, le plus profond, j'ai trouvé une chemise rouge, différente des autres. À l'intérieur se trouvaient des documents qui m'ont fait retenir mon souffle. Une copie de ce qui semblait être un contrat de cession de droits et de transfert de propriété. J'ai immédiatement reconnu ma signature sur la dernière page, celle qu'Eduardo m'avait demandée 2 jours plus tôt. Mais il ne s'agissait pas d'un contrat de vente, comme il me l'avait expliqué. C'était un document qui transférait la propriété de l'appartement directement au nom d'Eduardo, sans aucune mention de vente ou de compensation financière. Mes mains tremblaient tellement que j'ai laissé tomber les papiers. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était une fraude délibérée. Il m'avait piégé, comptant sur ma confiance aveugle et ma dépendance affective. J'ai continué à chercher, maintenant avec une urgence fébrile. Au fond du tiroir, j'ai trouvé une autre chemise, jaunie par le temps. L'étiquette, écrite de la main impeccable d'Antonio, disait simplement « Héritage, Maria ». Je l'ai ouvert avec des doigts maladroits par l'arthrite et l'anxiété. Sur la toute première page, il y avait un testament, non pas d'Antonio, comme je l'avais d'abord pensé, mais de mes parents. Ils étaient morts dans un accident alors que je n'avais que 30 ans, me laissant quelques économies et l'appartement où j'habite aujourd'hui. Le testament était accompagné d'un vieux titre de propriété à mon nom. L'appartement m'appartenait depuis le début. Un héritage de mes parents qu'Antonio avait géré, mais qui avait toujours été légalement à mon nom, même si je n'en avais jamais été informé. La révélation m'a frappé comme une avalanche. L'appartement que mes enfants essayaient de me prendre n'était même pas dans la famille. Il était à moi, exclusivement à moi, par droit de succession. Et moi, après des décennies de conditionnement à la soumission, je ne l'avais jamais remis en question. J'ai rassemblé tous les documents et je suis retournée dans le salon, m'asseyant lourdement sur le canapé. Mes mains tremblaient lorsque j'ai décroché le téléphone et composé le numéro de Carlos. J'avais besoin de réponses, d'explications, d'un sens à cette trahison. Il répondit à la 3e sonnerie, la voix impatiente. « Maman, je vais à une réunion maintenant. C'est mon appartement, dis-je sans préambule, la voix plus ferme que jamais lorsqu'elle s'adresse à mon fils. J'en ai hérité de mes parents. Il y a eu un silence prolongé de l'autre côté. Lorsque Carlos a repris la parole, sa voix avait un ton défensif que je n'avais jamais entendu auparavant. « Qu'est-ce que tu racontes? Où as-tu trouvé cette idée ?»« Dans le bureau de ton père. Je viens de retrouver le testament de mes parents et l'acte original. » Nouveau silence, plus long cette fois. J'ai entendu le bruit d'une porte qui se fermait, comme si Carlos cherchait à s'isoler. « Maman, pourquoi tu t'occupes de tout ça? On en a déjà parlé. »« Vous m'avez piégé, » ai-je poursuivi, ignorant sa tentative de détourner le sujet. « Tu m'as fait signer un document qui transférait l'appartement au nom d'Eduardo, sans m'expliquer ce que c'était. C'était pour faciliter la vente, maman. Je te l'ai déjà expliqué. Mais le document ne parle pas de vente. C'est un transfert gratuit de propriété. » J'entendais Carlos respirer bruyamment à l'autre bout du fil. Lorsqu'il a repris la parole, sa voix avait ce ton condescendant qu'il utilisait toujours lorsqu'il pensait que je ne comprenais pas quelque chose. « Tu ne comprends pas comment ça marche, maman. Ce sont des procédures juridiques complexes. Je comprends assez pour savoir quand on me trompe. Personne ne te trompe. » Sa voix monte d'un ton. « Nous nous occupons de tout, comme nous l'avons toujours fait. Que voulez-vous? La seule garantie que la banque a acceptée, c'est l'appartement. Et cela profitera à toute la famille. Mais vous ne m'avez même pas demandé. Vous aviez déjà annoncé la vente avant même de me demander de signer quoi que ce soit. Parce que nous savions que tu serais d'accord, » a-t-il répondu, visiblement irrité. « Tu as toujours fait passer la famille en premier. Cela ne te donne pas le droit de m'exclure des décisions concernant ce qui m'appartient. » Carlos laisse échapper un rire sec qui me frappe comme un coup physique.
Ce qui est à moi? Maman, je t'en prie. Tu ne paies même pas les factures de cet endroit. Nous nous occupons toujours de tout. De quoi crois-tu vivre? La pension de papa, que je gère? Des factures que je paie? Ces paroles confirment ce que je commence à comprendre. Pour mes enfants, je suis un boulet, pas une personne avec des droits propres. J'annule ce transfert, ai-je déclaré, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est déjà formalisé. Je vais voir un avocat. Carlos rit à nouveau, de ce rire supérieur et condescendant. Et qui va payer pour ça? Avec quel argent? Tu n'as même pas de compte en banque à ton nom. J'ai raccroché le téléphone, incapable de continuer à écouter. Mes mains tremblaient tellement que j'ai laissé tomber le combiné par terre. Il avait raison. Je n'avais aucune ressource propre, aucune indépendance financière. J'étais complètement à la merci de la générosité de mes enfants. Mais j'avais la vérité maintenant. Et la vérité, je l'ai compris en regardant les documents éparpillés sur la table, serait ma seule arme. Les jours qui ont suivi ma découverte ont été une succession de portes fermées et de téléphones éteints. J'ai essayé de contacter plusieurs cabinets d'avocats, mais les consultations étaient trop chères pour mes maigres ressources. Les quelques dollars que je gardais dans une boîte de biscuits, économisés centime par centime sur l'allocation mensuelle que Carlos me donnait pour les petites dépenses. J'ai essayé d'en parler à mes amis et à ma famille. La réponse était toujours la même. Ce sont tes enfants, Maria. Ils savent ce qui est le mieux pour toi. Ou pire, à ton âge, il vaut mieux vivre avec ta famille. Un grand appartement, c'est beaucoup de travail. Comme si ma vie, mes choix et mon indépendance étaient des luxes superflus dont on pouvait se passer au nom de la praticité. La seule personne qui m'a écouté avec un peu de sympathie est Monsieur Gomes, mon voisin. Il m'avait proposé de m'emmener chez un ami avocat, mais il était sur le point de partir rendre visite à sa fille dans un autre état. « Je serai de retour dans 15 jours, Madame Maria. Ne signez rien d'autre d'ici là. » Mais je n'avais pas de semaine. Selon l'agent immobilier qui avait déjà commencé à faire visiter l'appartement à des acheteurs potentiels, comme si je n'y vivais pas déjà, la vente serait conclue en moins de 10 jours. Le désespoir m'envahit. C'est au cours d'une de ces nuits d'insomnie que je me suis souvenu de Julia, ex-femme de Carlos. Nous n'avons jamais eu de relations étroites pendant les 8 années où elle a été mariée à mon fils. Carlos avait toujours tenu à garder ses distances, comme s'il craignait que je prenne sa défense lors de leurs fréquentes disputes, notamment lorsque Julia avait décidé de retourner à l'école contre la volonté de mon fils qui souhaitait qu'elle se consacre exclusivement au foyer. Le divorce, il y a 6 ans, avait été difficile. Carlos avait dépeint une Julia ambitieuse et égoïste, quelqu'un qui avait abandonné sa famille pour poursuivre des rêves insensés. Moi, conditionné à toujours soutenir mes enfants, j'avais accepté cette version sans poser de questions. Mais aujourd'hui, en revoyant les faits sous un nouvel angle, je me suis rendu compte que Julia voulait peut-être simplement l'indépendance que je n'avais jamais eu le courage de rechercher. J'ai trouvé son numéro dans un vieil annuaire. J'ai hésité plusieurs minutes avant de composer le numéro, craignant son rejet. Après tout, je ne l'avais jamais défendu lorsque Carlos l'avait humilié. Pourquoi m'aiderait-elle maintenant? Allô? Sa voix était ferme à l'autre bout du fil, me faisant immédiatement penser à une Julia plus âgée et plus sûre d'elle. Julia, c'est Maria. Maria Suarez, la maman de Carlos. Un bref silence empreint de surprise. Madame Maria? Sa voix témoigne d'un réel étonnement. Il s'est passé quelque chose? J'ai besoin d'aide, répondis-je en luttant contre la boule dans ma gorge. Et je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Elle a accepté de me rencontrer le lendemain, dans une boulangerie près du palais de justice où elle travaillait. Notre brève conversation m'a permis de découvrir que Julia avait obtenu un diplôme de droit après son divorce et qu'elle travaillait désormais comme avocate dans un petit cabinet spécialisé dans les droits des femmes et des personnes âgées. Le destin n'est pas sans ironie. Le lendemain matin, je me suis préparée avec soin. J'ai choisi une robe simple mais bien usée, mes meilleures chaussures, celles que je gardais pour les grandes occasions, et j'ai même mis du rouge à lèvres doux, ce que j'avais rarement fait ces dernières années. Je voulais avoir l'air respectable, lucide, digne d'être prise au sérieux. La boulangerie se trouvait à une 20aine de minutes en bus de mon appartement. C'était un endroit agréable, avec de petites tables rondes et l'odeur réconfortante du café fraîchement préparé. Julia était déjà là lorsque j'arrivais, consultant les papiers éparpillés sur la table. Je l'ai reconnue immédiatement, bien que 6 ans se soient écoulés depuis notre dernière rencontre. Elle avait bien vieilli. Ses cheveux bruns, avec quelques mèches grises sur les tempes,
était attachée en un élégant chignon. Elle portait un tailleur discret, des lunettes à monture fine et une expression de concentration qui s'est effondrée lorsqu'elle m'a vue. « Donna Maria !» Elle s'est levée pour m'accueillir, tenant mes mains entre les siennes. Son sourire était sincère, ce qui me surprit. « Comment allez-vous ? Cela fait si longtemps. » Je me suis assise en face d'elle, soudain gênée. Comment expliquer à quelqu'un qui avait été pratiquement mis à l'écart de ma vie familiale que mes propres enfants me trompaient ? « Merci de m'avoir retrouvée, » commençai-je, peu sûre de moi. Je sais que je n'ai pas été la meilleure belle-mère du monde. Julia a secoué la tête. « Laissons le passé derrière nous. Tu as dit que tu avais besoin d'aide. Que puis-je faire pour vous ?» Elle prit une grande inspiration, organisant ses pensées. Puis, d'une voix d'abord hésitante, puis de plus en plus ferme, je lui ai tout raconté. La visite inattendue d'Eduardo, les documents que j'avais signés sans bien les comprendre, la découverte de l'annonce de vente, la révélation que l'appartement était mon héritage, la conversation désastreuse avec Carlos. Julia m'a écouté attentivement, sans m'interrompre. De temps en temps, elle prend des notes rapides sur un petit bloc-notes. Ses yeux, derrière les verres de ses lunettes, alternaient entre compassion et indignation croissante. Lorsque j'ai terminé mon rapport, elle a fermé le cahier et m'a regardé avec un sérieux professionnel. « Madame Maria, ce que vos enfants ont fait est une fraude et un abus de confiance. Nous pouvons légalement l'annuler. » Légalement, le mot sonnait étrangement à mes oreilles. Je n'avais jamais imaginé me lancer dans une bataille juridique contre mes propres enfants. Mais est-ce que je peux me le permettre ? Je veux dire, financièrement ? Julia sourit, d'un sourire doux mais déterminé. Notre bureau travaille avec des cas pro bono lorsqu'ils impliquent dans des personnes âgées en situation de vulnérabilité. Et votre cas ? Elle hésite, cherchant des mots délicats. Votre cas est un exemple classique d'abus financier à l'encontre de personnes âgées, Madame Maria. Je déglutis l'expression « personnes âgées vulnérables » résonnant douloureusement dans mon esprit. Était-ce là ce que j'étais devenue ? Une femme âgée vulnérable, à la merci de la bonne volonté de ceux qui m'entourent ? La première étape, poursuit Julia, toute professionnelle, est de faire des copies de tous les documents que vous avez trouvés. Le testament de vos parents, l'acte original, les contrats que vous avez signés récemment, tous les documents. Et gardez-les en lieu sûr, en dehors de l'appartement. J'ai peur de ce que Carlos fera quand il l'apprendra, avouai-je, l'angoisse me serrant la poitrine. C'est pourquoi nous devons agir vite. Elle consulte sa montre. Je peux organiser une réunion avec mon supérieur aujourd'hui. Il a beaucoup d'expérience avec des cas comme le vôtre. Si tout se passe bien, nous déposerons demain une injonction pour empêcher toute transaction concernant la propriété. J'avais la tête qui tournait avec tant d'informations. Injonction, maltraitance des personnes âgées, fraude, des termes juridiques qui n'avaient jamais fait partie de mon vocabulaire quotidien. Et l'argent ? Insistai-je, inquiète. Je n'ai pas les moyens de payer les frais de justice. Julia prend mes mains tremblantes dans les siennes. Madame Maria, laissez-moi faire. Considérons que j'ai une dette envers vous. Une dette ? J'ai froncé les sourcils, confuse. Quelle dette ? Vous n'avez jamais su ? Elle a souri avec nostalgie. Au plus fort de notre crise, quand Carlos menaçait de me laisser sans rien, c'est toi qui l'as persuadé d'être juste dans le partage des biens. Il ne voulait rien me donner, il disait que je ne le méritais pas. C'est toi qui as fait valoir que puisque j'avais contribué à la constitution du patrimoine, je méritais ma part. Ses yeux brillent d'une émotion contenue. Cet accord m'a permis de repartir à zéro, de payer mon diplôme de droit, d'être ce que je suis aujourd'hui. Je me souviens à peine de cet épisode. Pour moi, ce n'était qu'une question de justice élémentaire. Je n'aurais jamais imaginé que ce petit geste aurait un tel impact sur la vie de quelqu'un. Maintenant, dit Julia en reprenant son ton professionnel, nous avons du travail. Pouvez-vous m'accompagner dans mon bureau ? Nous devons numériser ces documents. J'ai acquiescé, un nouveau sentiment grandissant dans ma poitrine, quelque chose entre la peur et l'espoir, entre la résignation et le défi. Pour la première fois depuis des décennies, je prenais ma vie en main. Dans le bureau de Julia, j'ai rencontré son superviseur, le docteur Ribeiro, un homme aux cheveux gris et aux yeux perçants qui a écouté mon histoire avec une attention professionnelle. À la fin, il a échangé un regard significatif avec Julia. Un cas classique d'abus de biens à l'encontre de personnes âgées, a-t-il commenté, confirmant le diagnostic de Julia, et avec la circonstance aggravante de la fraude documentaire. Nous allons déposer une demande urgente d'annulation du transfert de propriété et une ordonnance de protection. Ordonnance de protection.
Encore une expression dont je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse s'appliquer à ma vie. Les mots du docteur Ribeiro semblèrent venir de très loin, noyés dans le tourbillon d'émotions qui me consumait. Julia a dû se rendre compte de mon malaise, car elle a posé doucement sa main sur mon épaule. « Tout ira bien, Madame Maria. Je vous le promets. » Le lendemain matin, je m'apprêtais à repartir pour le bureau de Julia lorsque la sonnette retentit. Dans l'interphone, la voix du portier se fait hésitante. « Madame Maria, il y a ici une fille qui se dit huissier. Elle a une convocation pour vous. » Mon cœur s'emballe. Mes enfants avaient-ils déjà découvert mes intentions? M'avaient-ils devancé d'une manière ou d'une autre? L'officier, une jeune femme à l'expression neutre, me tendit une enveloppe scellée. « Madame Maria Soares, veuillez signer ici. » Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe dès qu'elle est partie. Les mots dansaient devant mes yeux vieillis, mais je comprenais suffisamment pour sentir mon sang se glacer. Il s'agissait d'une notification de procédure d'interdiction civile, alléguant mon incapacité à gérer sa propre vie et ses propres biens. Les requérants, Carlos Eduardo Soares et Eduardo Enrique Soares, mes enfants. Interdiction civile? La voix de Julia était un mélange d'indignation et d'incrédulité lorsque je lui ai montré le document, quelques minutes après l'avoir reçu. Ils prétendent que tu es incapable? Assise dans son bureau, je l'ai regardé lire attentivement la notification. Ses sourcils se sont rapprochés, formant un pli de concentration entre eux. C'est une tactique courante dans des cas comme le vôtre, explique le docteur Ribeiro, qui nous a rejoints dès que Julia l'a informé de la nouvelle. Lorsqu'une personne âgée tente de prendre le contrôle de ses biens, les membres de sa famille qui la maltraitent essaient souvent de la mettre légalement hors d'état de nuire, en invoquant des problèmes cognitifs ou mentaux. Le mot « incapacité » a résonné dans mon esprit. Est-ce là ce que voulaient mes enfants? Me déclarer incapable? Une invalide mentale incapable de prendre ses propres décisions? Mais je n'ai pas de problèmes mentaux, ai-je protesté, sentant la panique monter. Je suis parfaitement lucide. Et cela sera prouvé, dit Julia avec fermeté. Vous devrez subir une évaluation médicale et psychologique, mais je suis absolument certaine que les résultats seront favorables. Elle sourit, cherchant à me rassurer. En fait, cela pourrait même jouer en notre faveur. Ils ont entamé ce processus de manière hâtive et agressive, ce qui ne fait que renforcer le caractère abusif de leurs actions. Le docteur Ribeiro acquiesce et ajuste ses lunettes. Voici ce que nous allons faire. Pendant que nous préparons la défense pour la procédure d'interdiction, je vais immédiatement déposer une mesure de précaution pour suspendre toute transaction concernant la propriété. Et aussi une plainte pour fraude documentaire dans le transfert de propriété. Et l'évaluation ? Ai-je demandé, l'angoisse me serrant la poitrine. Et s'il trouvait quelque chose qui ne va pas chez moi? J'ai oublié des choses ces derniers temps. Julia a posé sa main sur la mienne. Madame Maria, oublier où vous avez mis vos lunettes n'est pas de la démence. L'âge entraîne des limitations naturelles, mais ce n'est pas pour autant qu'il justifie une interdiction. Vous parlez de façon cohérente, vous comprenez parfaitement votre situation, vous prenez des décisions conscientes. Ne vous inquiétez pas. Les semaines suivantes ont été une montagne russe d'émotions et de procédures juridiques. J'ai subi des évaluations avec 3 professionnels différents. Un neurologue, un psychiatre et un psychologue. Ils m'ont tous posé des questions, fait passer des tests et ordonné des examens. À chaque rendez-vous, j'avais l'impression que mon existence même était passée au crible, que je devais prouver que j'avais toujours le droit de gérer ma propre vie. Carlos et Eduardo ne m'ont pas contacté directement pendant cette période. La procédure judiciaire servait désormais de médiateur à notre communication, froide, impersonnelle, technique. Parfois, lors de nuits solitaires dans mon appartement, je me surprenais à regarder leurs photos sur l'étagère. Mes garçons. Comment en étions-nous arrivés là? C'est à cette époque que j'ai reçu mon premier appel téléphonique d'Elena, la femme d'Eduardo. Nous avions toujours eu une relation amicale, mais pas particulièrement proche. « Madame Maria », dit-elle d'une voix hésitante au téléphone. « J'appelle en secret. Eduardo serait furieux s'il le savait. Mais j'avais besoin de savoir comment vous alliez. » L'inquiétude sincère dans sa voix m'a émue. « Je survis, ma chérie. Je suis désolée pour tout ça. » Elle a fait une pause, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. Eduardo est différent, obsédé par l'expansion de son entreprise. Carlos lui a mis cette idée en tête et maintenant il ne peut penser à rien d'autre. Une autre pause. Ce n'est pas une mauvaise personne, Madame Maria. Il est juste dans l'erreur. Je n'ai pas répondu tout de suite.
Il était difficile de réconcilier l'image de mon fils avec l'homme qui avait délibérément essayé de me tromper, qui essayait maintenant de me déclarer incapable. « Miguel demande de tes nouvelles », poursuivit Elena en mentionnant mon petit-fils de 11 ans. « Puis-je l'emmener en visite? Samedi, peut-être ?» La perspective de voir mon petit-fils a momentanément éclairé les ténèbres qui s'étaient installées en moi. « J'aimerais beaucoup, Elena. Si tu peux, si tu ne veux pas causer d'ennui, nous serons là. » Samedi, lorsque j'ai ouvert la porte et que j'ai vu Miguel, j'ai eu l'impression qu'un poids avait été temporairement enlevé de mes épaules. Il m'a serré dans ses bras avec cette spontanéité propre aux enfants, pas encore contaminée par les complexités des adultes. « Maman, tu as disparu. Papa dit que tu es malade, mais tu n'as pas l'air malade. » J'ai échangé un regard rapide avec Elena, qui avait l'air embarrassée. « Je ne suis pas malade, mon chéri, » répondis-je en l'entraînant à l'intérieur. « Je suis juste en train de régler des choses compliquées. » Pendant la visite, alors que Miguel dessinait à la table de la cuisine, Elena m'a dit à voix basse que la situation à la maison était tendue. Eduardo oscillait entre des moments d'irritation et de culpabilité. Carlos lui mettait constamment la pression, affirmant que j'étais manipulée par Julia, que je ne comprenais pas ce qui était le mieux pour moi, qu'il n'agissait que pour me protéger. « Il y croit vraiment ?» demandai-je, incrédule. Elena soupire. « Je pense que oui. Il est plus facile de croire que l'on ne sait pas ce que l'on fait que d'admettre que l'on a mal agi. » Le lundi suivant, j'ai reçu les résultats des évaluations médicales et psychologiques. Ils confirmaient tous ce que je savais déjà. J'étais en pleine possession de mes facultés mentales, sans aucun signe de déclin cognitif qui justifierait une interdiction. Julia se réjouit de cette nouvelle. « Cela invalide pratiquement leur dossier », explique-t-elle. Je vais joindre ces rapports à notre demande de rejet de l'interdiction et renforcer notre argumentation sur le transfert frauduleux de propriété. « Et l'appartement ?» ai-je demandé, toujours craintif. L'injonction a été accordée. Aucune transaction concernant la propriété ne peut avoir lieu tant que l'affaire n'est pas résolue. Votre nom figure toujours en tant que propriétaire sur l'enregistrement original. Et le juge a décidé que cet enregistrement prévaudrait jusqu'à la décision finale. C'est au cours de la même semaine que l'histoire a été publiée dans les journaux locaux. Je ne sais pas exactement comment. Julia m'a assuré qu'elle n'était pas responsable de la fuite. Mais un jeudi matin, alors que je descendais chercher le journal, je suis tombée sur ma propre histoire imprimée dans une petite note dans la section ville. « Old woman sues sons for attempting ton to ownership of property ». Le texte, bien que bref, rapportait les principaux aspects de l'affaire. Le transfert prétendument frauduleux, la demande d'interdiction, la découverte que l'appartement A était mon héritage personnel. Mon nom complet y figurait, ainsi que ceux de mes enfants. Mon premier réflexe a été l'horreur et la honte. Notre vie privée, nos problèmes familiaux, étaient désormais exposés à la vue de toute la ville. Mais ce premier sentiment a rapidement été remplacé par un autre, plus complexe, le soulagement. D'une certaine manière, le fait de voir cette histoire imprimée, en noir et blanc, rendait tout plus réel, plus légitime. Il ne s'agissait pas seulement d'un conflit familial privé, mais d'un cas d'injustice qui méritait d'être connu et discuté. Les répercussions ont été immédiates. Des courriels et des messages ont commencé à arriver au bureau de Julia de la part de personnes offrant leur soutien, partageant des histoires similaires, demandant comment elles pouvaient aider. Une journaliste d'un blog féministe local a pris contact avec moi pour me demander une interview exclusive. « Je pense que vous devriez y réfléchir, Madame Maria », a suggéré Julia lorsque nous avons abordé le sujet. « Donner une voix à votre expérience pourrait aider d'autres femmes dans la même situation. » L'idée m'a fait peur. Pendant des décennies, j'avais été conditionnée à faire profil bas, à ne pas exposer les problèmes familiaux, à taire mes propres besoins au profit de l'harmonie extérieure. Parler publiquement de la trahison de mes enfants me semblait presque sacrilège. J'ai demandé si je pouvais y réfléchir. Alors que je réfléchissais à l'entretien, j'ai reçu une visite inattendue. Carlos, seul et à l'improviste, a sonné à ma porte un dimanche après-midi. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai failli ne pas le reconnaître. Toujours aussi poli et contrôlé, il avait l'air hagard. Des cernes profonds, une barbe mal taillée, les épaules voûtées, ce n'était pas le cadre impeccable habituel. Mais un homme, visiblement épuisé. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-il, la voix dépourvue de son autorité habituelle. J'ai hésité, me souvenant des recommandations de Julia de ne pas avoir de contact direct avec eux pendant le processus. Mais c'était mon fils. Malgré tout,
C'était mon fils. « Entrez », dis-je en m'écartant pour faire place nette. Il est entré dans le salon, regardant autour de lui comme s'il découvrait l'endroit pour la première fois. Il s'est arrêté devant l'étagère à photos et a regardé pendant un long moment une photo de lui, adolescent, souriant à côté de son père en train de pêcher. « Il faut qu'on en finisse, maman », dit-il enfin, sans se retourner. Cette situation devient incontrôlable. La presse, les gens qui parlent, ce n'est bon pour personne. « Ce n'est pas moi qui ai commencé, Carlos », répondis-je en me tenant à quelques pas. Il s'est enfin retourné, face à moi. « On peut régler ça entre nous. Pas d'avocat, pas de tribunaux, pas de journaux. En famille. »« En famille ?» répétai-je, incrédule. « C'est en famille que tu as essayé de prendre mon appartement ? C'est en tant que famille que vous avez essayé de me faire déclarer incapable ? Nous nous sommes trompés, a-t-il admis, me surprenant. Nous ne savions pas qu'il s'agissait de ton héritage personnel. Papa ne l'a jamais expliqué. C'est le premier aveu d'erreur que j'entends de sa part depuis le début. Mais il y avait quelque chose de calculé dans son ton, quelque chose qui n'aurait pas semblé déplacé dans une négociation commerciale. J'ai insisté sur le fait qu'il se trompait en disant que j'étais aussi incapable. Il a détourné le regard, visiblement mal à l'aise. Nous étions inquiets. Tu n'as jamais agi comme ça auparavant. Tu n'as jamais remis en question nos décisions. Cela semblait hors de notre caractère. J'ai senti monter en moi un mélange d'incrédulité et de colère. Hors norme, défendre ce qui me revient de droit n'est pas dans ton caractère ? Maman, soupire-t-il en se passant une main dans les cheveux. Nous pouvons mettre cela derrière nous. Eduardo et moi avons retiré la demande d'interdiction. Nous avons annulé la procédure de vente. Nous pouvons faire comme si rien ne s'était passé. Faire comme si rien ne s'était passé. Ces mots résonnent dans mon esprit. Revenir à l'arrangement précédent, où j'acceptais tout en silence, où j'étais une présence périphérique dans ma propre vie, où ma voix ne comptait pas, où mes choix n'étaient pas les miens. Non, ai-je répondu, surprise par la fermeté de ma voix. Je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé, Carlos, parce qu'il s'est passé quelque chose. J'ai réalisé qui j'étais pour toi, j'ai réalisé qui je pouvais être pour moi-même. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ? Il avait l'air vraiment confus. Ça veut dire que le processus continue. Je veux que mon nom revienne sur l'acte de propriété, officiellement, légalement. Je veux contrôler ma pension, mes comptes. Je veux un compte en banque à mon nom. Carlos pâlit. Maman, sois raisonnable. Tu n'as jamais eu affaire à ce genre de choses. Je peux apprendre. J'ai 66 ans. Je ne suis pas morte. Qu'en est-il de notre expansion ? L'entreprise ? Nous avons besoin de ce capital. Prenez un prêt. Prenez une hypothèque sur votre propre maison, pas sur mon appartement. Il m'a fixé un long moment, comme s'il voyait un étranger en face de lui. D'une certaine manière, c'était peut-être vrai. La femme soumise et silencieuse que j'avais été pendant tant d'années disparaissait, laissant la place à quelqu'un que je ne connaissais pas encore tout à fait. « Tu le regretteras », dit-il enfin en se dirigeant vers la porte. « Quand tout sera fini, quand les avocats auront pris ton argent, quand tu seras seul, tu le regretteras. » Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas la peine. En le regardant partir et fermer la porte derrière lui, j'ai senti une étrange paix s'installer en moi. Le chemin à parcourir serait difficile, sans aucun doute. Mais pour la première fois depuis des décennies, c'était un chemin que je choisissais pour moi-même. Le lendemain, j'ai appelé Julia. « Je veux faire cette interview », ai-je dit sans préambule. « Je veux raconter mon histoire. » L'entretien était prévu pour un jeudi. Dans un petit café du centre-ville, je me suis assis en face de Renata, la journaliste, une jeune femme d'une trentaine d'années tout au plus, aux yeux vifs et à l'ordinateur portable ouvert. Julia était à mes côtés, comme nous l'avions convenu, à la fois pour me soutenir émotionnellement et pour me conseiller juridiquement. « Dame Maria », a commencé Renata, après que nous nous sommes installés avec nos cafés, « merci beaucoup d'avoir accepté de me parler. Votre histoire pourrait aider tant d'autres femmes. » J'ai pris une grande inspiration, essayant de calmer la nervosité qui m'envahissait. Je n'ai jamais été du genre à donner des interviews ou à être sous les feux de la rampe. Pendant des décennies, mon existence a été discrète, presque invisible. Parler publiquement de quelque chose d'aussi intime et douloureux allait à l'encontre de tous mes conditionnements antérieurs. Mais au fil de la conversation, alors que les questions de Renata me guidaient doucement dans le récit de ces derniers mois, j'ai senti quelque chose d'inattendu se produire. Chaque mot prononcé, chaque épisode raconté, semblait prendre une nouvelle dimension. Il ne s'agissait pas seulement d'une crise personnelle, mais d'une histoire qui pouvait trouver un écho chez d'autres femmes, dans d'autres vies.
Renata m'a demandé si tu pensais que ton cas était isolé ou s'il reflétait une tendance plus large après que j'ai signalé la découverte des documents dans le bureau d'Antonio. Au début, je pensais qu'il ne s'agissait que de ma tragédie personnelle, ai-je répondu, après avoir réfléchi un instant. Et grâce à ce processus, j'ai rencontré d'autres femmes dans la même situation. Des femmes qui ont consacré leur vie à leur famille et qui, à un âge avancé, se retrouvent traitées comme des fardeaux, comme des enfants, comme des personnes qui n'ont pas le droit de s'exprimer. Et que diriez-vous à ces femmes? La question me surprend. Que dirais-je? Moi qui ai été pendant tant d'années l'exemple parfait de la soumission féminine, de l'abnégation totale, d'une vie dédiée exclusivement aux autres, je dirais qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Ai-je répondu, me surprenant moi-même de la conviction dans ma voix, que le respect n'est pas quelque chose que l'on demande, mais quelque chose que l'on exige, que notre âge ne détermine pas notre valeur ou nos capacités, que nos silences, lorsqu'ils sont brisés, peuvent devenir les voix les plus puissantes. Renata a souri, visiblement émue. Des paroles fortes, Madame Maria. L'entretien, initialement prévu pour durer 1 heure, s'est prolongé pendant près de 3 heures. Nous avons parlé de mon mariage avec Antonio, de la façon dont j'ai été systématiquement écartée des décisions financières, du conditionnement culturel qui m'a fait croire que c'était normal, voire souhaitable. Nous avons parlé de mes enfants et de la manière dont ils reproduisaient, peut-être inconsciemment, les mêmes schémas que ceux qu'ils voyaient à la maison. Nous avons parlé de la découverte de ma propre force, tardive mais transformatrice. Lorsque nous nous sommes finalement quittés, je me suis sentie étrangement légère. Comme si, en donnant une voix à mon histoire, j'avais en quelque sorte exorcisé une partie de la douleur que j'avais portée en silence pendant si longtemps. L'histoire a été publiée 3 jours plus tard, non seulement sur le blog pour lequel Renata travaillait, mais aussi dans le journal imprimé de la ville, un profil détaillé, occupant 2 pages entières de la section du dimanche, avec le titre « Une révolution à 66 ans, l'histoire de Maria Suarez et de sa lutte contre les abus familiaux ». Le téléphone n'a pas cessé de sonner ce jour-là. Des voisins, des connaissances, même des gens que je n'avais pas vus depuis des années. Tout le monde voulait commenter l'histoire, exprimer son soutien, partager des histoires similaires. Monsieur Gomes, mon voisin, est arrivé avec un gâteau fait maison et une accolade émouvante. Vous êtes une source d'inspiration, Madame Maria. Une véritable inspiration. Les répercussions sont allées bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Des associations de défense des droits des personnes âgées m'ont contacté, m'invitant à des conférences et à des réunions. Une association de femmes juristes a offert un soutien juridique supplémentaire. Même une petite maison d'édition locale a suggéré la possibilité d'un livre rassemblant des histoires comme la mienne. Au milieu de ce tourbillon, j'ai reçu un appel d'Elena. Sa voix était tendue, inquiète. « Madame Maria, j'ai lu l'interview. C'est puissant. Merci, ma chère. Eduardo est furieux, » poursuit-elle en baissant la voix, comme si elle craignait d'être entendue. Carlos et lui ont eu une terrible dispute hier. Carlos reproche à Eduardo que tout soit devenu public. Il dit qu'il aurait dû être plus discret avec les documents. La nouvelle ne m'a pas surpris. Je connaissais bien la dynamique entre mes fils. Carlos, le stratège froid. Eduardo, l'exécutant impulsif, souvent blâmé lorsque les plans échouent. « Comment va Miguel ?» demandai-je, plus préoccupé par mon petit-fils que par la colère de ses fils. Il est confus. Il ne comprend pas pourquoi il ne peut plus rendre visite à sa grand-mère. Eduardo l'a expressément interdit après l'entretien. Elle marque une pause. « Mais je peux prendre des lettres de lui, si vous voulez. Il aime écrire, dessiner. J'en serais ravie, Elena. Et vous, comment allez-vous » Une autre pause, plus longue cette fois. Je réfléchis beaucoup, à des choses que je n'ai jamais questionnées auparavant. Sa voix tremble légèrement. « Vous m'avez fait réfléchir, Madame Maria. » L'audience finale de l'affaire était prévue 3 semaines après cette conversation. Dans les jours qui ont précédé, j'ai vécu dans un état d'anxiété constant. Malgré les assurances de Julia que notre dossier était solide, la peur persistait. Et si les juges avaient raison pour mes enfants? Et s'ils pensaient qu'en raison de mon âge, je devais vraiment être placée sous tutelle? Cela n'arrivera pas, m'a assuré Julia lorsque je lui ai fait part de ses inquiétudes lors de la préparation de l'audience. Tous les rapports médicaux confirment votre pleine capacité. Le juge a déjà donné des indications claires qu'il était enclin à faire droit à notre demande. Le matin de l'audience, je me suis habillée avec un soin particulier.
J'ai choisi un costume bleu marine que j'avais gardé au fond de mon armoire pendant des années, à l'époque où j'accompagnais Antonio lors d'occasions officielles. J'ai porté des chaussures confortables, consciente que je devais me déplacer avec sécurité et dignité. J'ai attaché mes cheveux en un simple chignon, évitant ainsi toute impression de fragilité ou de négligence. Julia est venue me chercher à la maison, comme nous l'avions convenu. « Tu es élégante », a-t-elle commenté avec un sourire approbateur. Prête pour ce dernier chapitre ? Le Forum est un bâtiment imposant situé au centre de la ville. Alors que nous montions les marches jusqu'à l'entrée, j'ai remarqué que quelques personnes me reconnaissaient, probablement des lecteurs de l'interview. Une dame du même âge que moi s'est approchée et m'a serré brièvement la main. Elle m'a serré brièvement la main et m'a dit « Allez-y », a-t-elle chuchoté. « Nous sommes avec vous ». Dans la salle d'audience, Carlos et Eduardo étaient déjà présents, assis à côté de leur avocat, un homme à l'expression sévère que je n'avais jamais vu auparavant. Aucun de mes fils ne m'a regardé directement lorsque je suis entrée. Ils ont gardé les yeux fixés droit devant eux, comme si j'étais un étranger ou pire, un adversaire dont on ne pouvait attendre rien de bon. L'audience elle-même a été étonnamment brève. Le juge, un homme d'âge moyen à l'expression attentive, avait déjà lu tous les documents, rapports et arguments précédents. Il m'a posé, ainsi qu'à mes enfants et aux avocats, quelques questions spécifiques, davantage pour clarifier des détails précis que pour rouvrir l'ensemble de la discussion. Lorsque le moment est venu pour moi de prendre la parole, j'ai senti une boule dans ma gorge. Il y avait tant de mots que je pouvais dire, tant d'accusations que je pouvais formuler, tant de douleurs que je pouvais exposer. Mais j'ai opté pour la simplicité et la vérité. Votre honneur, tout ce que je demande, c'est le droit de vivre ma vieillesse dans la dignité et l'autonomie. Le droit de prendre mes propres décisions, bonnes ou mauvaises. Le droit d'exister en tant que personne à part entière, et non comme une extension de la volonté d'autrui. J'ai fait une pause, sentant le poids de chaque mot. Je ne veux pas punir mes enfants. Je veux juste qu'ils comprennent que je ne suis pas leur propriété. Je suis une personne, avec des droits, des désirs et des capacités qui me sont propres. Le juge acquiesce, son regard révèle une compréhension qui me réconforte. Après avoir écouté les derniers commentaires des avocats, il a annoncé qu'il allait prendre sa décision. En termes clairs et sans équivoque, il a ordonné l'annulation du transfert de propriété, reconnaissant la fraude dans l'obtention de ma signature. Il a également ordonné le rejet total de la demande d'interdiction civile, reconnaissant ma pleine capacité à gérer ma vie et mes biens. Enfin, il a ordonné à mes enfants de couvrir tous les frais de justice et d'avocat. Lorsque le marteau a scellé cette décision, j'ai senti des larmes silencieuses couler sur mon visage. Ce n'étaient pas des larmes de joie triomphante, comme on pourrait s'y attendre, mais un profond soulagement mêlé à une tristesse indéfinissable. La victoire signifiait aussi la confirmation définitive de la rupture avec mes enfants, la matérialisation d'une distance qui ne pourrait peut-être jamais être complètement surmontée. Carlos et Eduardo ont quitté la salle rapidement, sans se retourner. Seuls leurs pas pressés et leur dos raide révélaient leur fureur et leur humiliation. Pendant un bref instant, j'ai failli les appeler. J'ai failli leur tendre la main, poussé par cet élan maternel qui, malgré tout, n'a jamais complètement disparu. Mais quelque chose m'a arrêté. La prise de conscience que la réconciliation, si elle devait avoir lieu un jour, ne pourrait pas être imposée à ce moment-là. Elle devait naître d'une véritable réflexion de part et d'autre, d'une reconnaissance mutuelle qui pouvait nécessiter du temps, beaucoup de temps. Julia m'a serré dans ses bras, le visage illuminé par la satisfaction professionnelle et personnelle. « Nous avons réussi, Madame Maria, justice a été rendue. » J'ai hoché la tête, encore en train d'assimiler toutes les implications de ce moment. « Et maintenant ?» ai-je demandé, presque pour moi-même. « Maintenant, c'est vous qui décidez. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez de votre vie, de votre appartement, de votre avenir. Libre. » Ce mot a résonné dans mon esprit comme une cloche. Un état que, malgré mon âge avancé, je n'avais jamais pleinement expérimenté. Une semaine après la décision du tribunal, j'ai pris une décision qui a surpris tout le monde, y compris moi-même. J'ai décidé de vendre l'appartement. Non pas par pression, non pas par peur, non pas par soumission, mais par choix éclairé. L'endroit qui avait été mon refuge et ma prison pendant tant d'années était maintenant chargé de trop de souvenirs, doux et amers. Chaque coin,
Chaque meuble semblait chuchoter des histoires d'un passé qui, bien qu'étant une partie fondamentale de ce que j'étais, ne pouvait pas définir ce que je pouvais encore devenir. J'ai engagé mon propre courtier, négocié mon propre prix, signé mes propres documents. Cette fois, en lisant chaque mot, en comprenant chaque terme. Le sentiment de maîtrise de ce processus était à la fois enivrant, effrayant et merveilleusement libérateur. Lorsque j'ai enfin reçu le paiement de la vente, déposé sur un compte que j'avais ouvert à mon nom, j'ai pris une autre décision qui en a étonné plus d'un. J'ai affecté une partie substantielle du produit de la vente à la création d'un petit centre d'accueil pour femmes âgées en situation familiale vulnérable. Je l'ai appelé Casa Maria, sans aucune prétention de grandeur, juste un désir sincère de transformer ma douleur en quelque chose d'utile et de constructif. Julia, qui était devenue non seulement mon avocate mais aussi une amie très chère, a accueilli l'idée avec enthousiasme. Grâce à ses contacts dans les milieux juridiques et sociaux, elle m'a aidé à structurer juridiquement le projet, à trouver une propriété appropriée et à recruter des professionnels qualifiés. Casa Maria a ouvert ses portes 6 mois après la décision du tribunal. Il s'agit d'une ancienne maison rénovée avec un grand jardin et des pièces aérées qui pouvaient initialement accueillir jusqu'à 10 femmes. Nous avons offert non seulement un logement temporaire, mais aussi un soutien juridique, psychologique et social aux femmes âgées confrontées à la maltraitance familiale ou à des difficultés d'autonomie. Le jour de la petite cérémonie d'ouverture, alors que je coupais le ruban symbolique à l'entrée, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu des visages qui étaient devenus importants dans ma nouvelle vie. Julia, Monsieur Gomes, Renata la journaliste, d'autres femmes que j'avais rencontrées grâce aux répercussions de mon histoire. Elena était là aussi, avec Miguel, une présence qui m'a profondément émue. Il n'y avait aucun signe de Carlos ou d'Eduardo. J'ai envoyé des invitations formelles à tous les deux, non pas dans l'attente, mais par sens des convenances et peut-être pour laisser une porte entr'ouverte. Après les formalités, alors que les invités circulaient dans l'espace, Miguel courut vers moi et me serra fort dans ses bras. À 11 ans, il était grand pour son âge et avait les mêmes yeux curieux que son père. « Grand-mère, quel bel endroit! Tu vas vivre ici ?» J'ai souri en lui passant la main dans les cheveux. « Non, mon chéri. J'ai ma nouvelle maison, mais je serai là tous les jours pour m'occuper de cet endroit et des dames qui ont besoin d'aide. » Elena s'est approchée, un sourire hésitant sur le visage. Au cours des derniers mois, nos conversations téléphoniques étaient devenues plus fréquentes, plus approfondies. Elle m'avait parlé de sa propre lutte pour l'autonomie dans le mariage, de la façon dont mon histoire l'avait amenée à remettre en question des normes qu'elle avait auparavant acceptées sans réfléchir. « C'est magnifique, Madame Maria », a-t-elle dit en regardant autour d'elle. « Vous avez réussi à transformer quelque chose de si douloureux en quelque chose de si positif ? C'est ce que nous essayons de faire avec la douleur, n'est-ce pas ?» ai-je répondu en lui serrant la main. « La transformer en quelque chose qui a du sens, qui aide les autres. » Pendant que nous parlions, j'ai remarqué une silhouette familière qui se tenait près de la porte d'entrée. Eduardo, seul, ne semblait pas à sa place dans son costume formel, observant le mouvement avec une expression difficile à déchiffrer. Elena suivit mon regard avec surprise. « Il est venu… » « Oui, » répondis-je, avec un mélange d'appréhension et d'un petit espoir tenace. « Il est venu. Tu veux que je l'appelle ?» proposa Elena. Je secouai la tête. « Non. Laissons-le décider s'il veut entrer. » Pendant un long moment, nous sommes restés ainsi. Moi, regardant mon fils de loin, lui observant la fête à l'extérieur de la porte. Finalement, après ce qui semblait être une délibération interne, Eduardo a redressé sa cravate et s'est dirigé vers moi. « Maman », dit-il en s'arrêtant à quelques pas, formel comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires. « Félicitations pour le… projet. Merci d'être venu, Eduardo », ai-je répondu en gardant une voix neutre et contrôlée. Cela représente beaucoup pour moi. Un silence gêné s'installe entre nous. Tant de non-dits, tant de blessures encore ouvertes. Carlos m'a envoyé ça, dit-il enfin en me tendant une enveloppe. Il m'a demandé de te la donner. J'ai pris l'enveloppe avec une légère hésitation. Il ne voulait pas venir en personne ? Eduardo a détourné le regard. Il est encore en train de digérer tout ça. J'ai acquiescé, réalisant plus qu'il n'aurait pu l'imaginer. Et toi, comment le vis-tu ? La question a semblé le prendre au dépourvu. Pendant un instant, le masque de la formalité est tombé, révélant un homme confus, blessé, peut-être plein de regrets. « Je suis en train d'apprendre », répondit-il après une pause. « J'essaie de comprendre où nous nous sommes trompés, où je me suis trompé,
Ou je me suis trompée. C'était le premier véritable aveu d'erreur que j'entendais de la part de l'un de mes enfants. Ce n'était ni élaboré, ni éloquent, mais sincère dans sa simplicité. « J'apprends moi aussi, mon fils », ai-je répondu doucement. Chaque jour, un autre silence, moins tendu que le précédent. Miguel s'est approché, brisant le moment avec son énergie d'enfant. « Papa, viens voir le jardin. Il y a un endroit parfait pour mettre un hamac. » Eduardo sourit à son fils, un sourire fatigué mais sincère. « Viens donc. » Je les ai regardés s'éloigner, mais Elena est restée à mes côtés. « C'est un début, a-t-elle commenté. « Oui, ai-je convenu. Un petit début. » Plus tard, seul dans ma nouvelle maison, un modeste cottage avec un jardin fleuri, à quelques rues de Casa Maria, j'ai ouvert l'enveloppe qu'Eduardo m'avait donnée. À l'intérieur se trouvait un chèque d'un montant substantiel, équivalent à la moitié de ce qu'auraient été mes droits lors de la vente prévue de l'appartement, ainsi qu'une brève note, écrite de la main impeccable de Carlos, à Casa Maria, non pas à titre de dédommagement, mais de contribution. Carlos. Pas d'excuse, pas de reconnaissance directe de l'erreur. Typique de Carlos, pragmatique même dans ses remords. Mais c'était, comme Elena l'avait dit, un début. Une reconnaissance tacite, un petit pas vers quelque chose qui n'avait pas encore de nom ou de forme définie. J'ai gardé le chèque et la note. J'utiliserai l'argent, non pas pour moi, mais pour les femmes que Casa Maria aiderait dans les années à venir. Quant à la relation avec mes enfants, ce pont partiellement brisé, seul le temps dirait si elle pouvait être reconstruite et comment. Ce soir-là, assise sur le balcon de ma nouvelle maison, observant les étoiles dans le ciel clair, j'ai réfléchi au voyage inattendu qui m'avait amené là. À 66 ans, alors que beaucoup considéreraient la vie comme terminée dans ses aspects essentiels, je commençais tout juste à vivre vraiment. Le lendemain, j'ai reçu un appel de Renata, la journaliste. Elle lançait un podcast sur les histoires d'émancipation féminine dans la vieillesse et voulait m'inviter au premier épisode. « Vous seriez parfaite, Madame Maria », m'a-t-elle dit avec enthousiasme. « Votre histoire correspond exactement à ce que nous voulons partager. Comment il n'est jamais trop tard pour revendiquer sa voix, se réapproprier sa voix. Cette expression a résonné en moi comme une révélation. C'est ce que j'avais fait, n'est-ce pas ? Après des décennies de silence, d'existence en marge de ma propre vie, j'avais enfin trouvé ma voix et découvert qu'elle était plus forte que je ne l'avais jamais imaginée. « Je le ferai avec plaisir, Renata », ai-je répondu, ressentant une vague de gratitude pour cette nouvelle phase de la vie, avec tous ses défis et toutes ses possibilités. Après tout, j'ai beaucoup de choses à dire maintenant. Les mois se sont transformés en une année et Casa Maria a prospéré au-delà de mes attentes initiales. Ce qui n'était au départ qu'un petit refuge pour femmes âgées en situation de vulnérabilité est progressivement devenu un centre de référence communautaire, offrant non seulement un abri temporaire, mais aussi des conseils juridiques, un soutien psychologique et des ateliers de formation. Julia a joué un rôle déterminant dans ce processus d'expansion. Son cabinet d'avocats a officiellement pris en charge les conseils juridiques de la Casa, et elle a souvent mentionné le fait que le projet avait également transformé sa carrière en lui donnant un objectif plus clair. « Vous avez changé ma vie, Madame Maria », m'a-t-elle dit lors de l'inauguration de la nouvelle aile de la Casa. « Non seulement vous m'avez donné l'occasion de faire un travail utile, mais vous m'avez montré comment la résilience peut devenir une force collective. » Ma routine était désormais si différente de la vie tranquille et limitée que j'avais menée pendant des décennies que j'avais parfois du mal à reconnaître la femme que j'avais été. Les matinées étaient consacrées à l'administration de la Casa, aux réunions avec la petite équipe que nous avions réussi à engager. L'après-midi, il s'agissait de s'occuper des résidents, de discuter avec eux et de résoudre les problèmes pratiques de la vie quotidienne. C'est au cours d'un de ces après-midi que j'ai rencontré Bernadette. C'était une femme de 74 ans qui venait d'arriver à la Casa après avoir été pratiquement chassée de chez elle par ses enfants, qui avaient vendu leur maison sans son consentement et l'avaient laissée avec une petite allocation insuffisante pour un logement décent. Son histoire m'était douloureusement familière. La même soumission historique, la même invisibilisation progressive, le même mépris de son autonomie. Mais il y avait une différence essentielle. Bernadette n'avait pas de documents pour prouver ses droits. Elle n'avait pas de Julia pour la défendre, elle n'avait pas découvert à temps ce qui se passait. « Je suis tellement fatiguée », a-t-elle avoué lors d'une de nos conversations privées. « Parfois, je me dis qu'il est trop tard pour moi, j'ai déjà tellement perdu. »
Il n'est jamais trop tard, ai-je répondu en tenant ses mains ridées entre les miennes. J'ai 66 ans et ma vie ne fait que commencer. Elle a souri, d'un sourire hésitant mais sincère. Vous me donnez de l'espoir, Madame Maria. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé le véritable potentiel de transformation que recelait mon histoire. Il ne s'agissait pas seulement de récupérer un appartement, ni de gagner une bataille juridique. Il s'agissait de retrouver la dignité, le droit d'exister en tant que personne à part entière, et non comme une possession ou une extension d'autrui. C'est ainsi que, presque sans m'en rendre compte, je suis devenue une sorte de mentor pour les autres femmes qui venaient à la casa. J'ai partagé mon expérience, donné des conseils pratiques sur les documents, les droits et les procédures juridiques. Julia a même plaisanté en disant que j'étais en train de devenir une avocate honoraire. Un après-midi pluvieux d'août, près de 10 mois après la fin du procès, j'ai reçu un appel inattendu. Le numéro n'était pas enregistré dans mes contacts, mais je l'ai reconnu immédiatement. C'était le portable de Carlos. J'ai hésité, le doigt sur la touche de réponse. Nous ne nous étions pas parlé depuis la dernière conversation dans mon bureau, lorsque j'avais rejeté sa proposition de faire comme si rien ne s'était passé. Une partie de moi voulait ignorer l'appel, pour protéger la paix que j'avais gagnée avec tant d'efforts. Mais une autre partie, peut-être la maman que je ne cesserai jamais d'être, malgré tout, avait besoin de savoir. Je répondis à l'appel en essayant de garder une voix stable. « Maman !» La voix de Carlos était différente, sans son ton autoritaire habituel. « Je peux te parler une minute ? Je t'écoute. » Un lourd soupir de l'autre côté. « J'ai vu ta vidéo, celle sur le pardon. Je m'en suis souvenu immédiatement. Il y a quelques semaines, j'avais réalisé une vidéo sur la différence entre pardonner et laisser les abus se poursuivre, sur le fait que le véritable pardon ne signifie pas revenir au schéma toxique précédent, mais se libérer de l'amertume tout en maintenant des limites saines. Je lui ai demandé ce qu'il en pensait, par curiosité. Cela avait du sens, a-t-il répondu après une pause. La partie sur le fait que pardonner ne signifie pas oublier ou faire comme si rien ne s'était passé, je n'y avais jamais pensé de cette façon. Nous sommes restés silencieux pendant un moment, ne sachant pas comment continuer. Finalement, Carlos a continué. « Maman, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je sais que ce que nous avons fait, ce que j'ai fait, est injustifié. Mais je voulais que tu saches que j'essaie de changer. Je suis un conseiller. J'essaie de comprendre pourquoi je suis devenu quelqu'un capable de faire ce que j'ai fait. » Ces paroles me surprennent. Carlos avait toujours été le plus fier, le plus réticent à admettre ses torts ou à chercher de l'aide. Entendre qu'il suivait une thérapie, qu'il essayait d'examiner son propre comportement, était presque incroyable. « C'est un bon début ?» ai-je répondu, tout en restant prudent. « Je suis heureux que vous cherchiez de l'aide. »« Miguel m'a parlé de tes visites, » a-t-il poursuivi. « Miguel m'a parlé de tes visites, de ton bonheur, de la façon dont tu as transformé les choses en quelque chose de positif. Il t'admire vraiment, tu sais ? Il m'a dit qu'il voulait devenir avocat, comme Julia, pour défendre des gens comme toi. » J'ai souri, ravi de penser que mon petit-fils suivait une voie inspirée, même indirectement, par mon tardif voyage de découverte de soi. « Maman, pourrais-tu me rencontrer pour un café un jour ? Pas forcément maintenant, ni la semaine prochaine, ni le mois prochain, mais un jour, serais-tu d'accord pour me rencontrer pour un café ? Juste pour discuter ?» J'ai senti mon cœur se serrer. L'instinct maternel voulait dire oui tout de suite, pour rétablir le lien, pour faire comme si la blessure n'était pas si profonde. Mais la femme que j'étais devenue savait que les vraies relations se reconstruisent dans l'honnêteté, pas dans le déni. « Allons-y doucement, Carlos », ai-je finalement répondu. « Peut-être que, un jour, je ne ferme pas de porte, mais j'ai besoin de plus de temps. »« Je comprends », a-t-il dit, et pour la première fois, j'ai cru qu'il le comprenait vraiment. « Merci d'avoir répondu. » D'avoir écouté. Lorsque j'ai raccroché, je suis restée longtemps assise sur le balcon, à regarder la pluie fine qui tombait sur mon jardin, faisant s'incliner légèrement les violettes. Les émotions contradictoires, le soulagement, l'espoir, la prudence, l'amour résiduel qui, malgré tout, n'avait jamais complètement disparu, se mêlaient comme les couleurs du ciel au crépuscule. Une semaine plus tard, dans ce même jardin, j'ai enregistré une nouvelle vidéo pour ma chaîne. C'était l'une des plus populaires. Aujourd'hui, nous allons parler de nouveaux départs, de la façon dont nous devons parfois tout perdre pour découvrir qui nous sommes vraiment. Comment il est possible de construire une nouvelle vie après 60, 70, 80 ans, pas seulement pour survivre, mais pour s'épanouir?
Miguel a commencé à m'accompagner de temps en temps à Casa Maria. Peu à peu, son intérêt pour le projet s'est accru. Il passe des heures à discuter avec les résidents, à écouter leurs histoires et à les aider dans de petites tâches. Récemment, il a organisé une campagne dans son école pour collecter des livres pour la petite bibliothèque que nous mettons en place dans l'espace communautaire de la Casa. Quant à Eduardo, notre relation reste en reconstruction prudente. Il respecte mes limites et ne cherche jamais à être plus proche que ce que je suis prête à lui offrir. Parfois, lorsqu'il va chercher Miguel après ses visites, il accepte mon invitation à prendre un café rapide. Nos conversations sont encore superficielles, mais sincères. Nous parlons du temps qu'il fait, des plantes du jardin, des progrès de Miguel à l'école, des petits pas vers un possible nouveau départ. Carlos et moi nous sommes finalement rencontrés, 3 mois après ce coup de téléphone inattendu. Nous avons choisi un café neutre, un lieu public où aucun de nous deux n'aurait l'avantage d'être en terrain connu. La conversation a été difficile, avec de longs silences et des larmes occasionnelles, plus les siennes que les miennes, à ma grande surprise. Il n'y a pas eu de grandes révélations ou de réconciliation spectaculaire, juste les débuts hésitants d'un dialogue qui pourrait un jour conduire à une compréhension mutuelle. « J'ai passé toute ma vie à essayer d'être comme papa », a-t-il avoué à un moment donné. Je pensais qu'être un homme signifiait prendre toutes les décisions, contrôler tout et tout le monde autour de moi. Je ne réalise que maintenant le mal que cela m'a fait. Toi, maman, et aussi mon ex-femme, mes enfants. J'essaie de désapprendre beaucoup de choses. Je n'ai pas promis un pardon immédiat, et il ne l'a pas non plus demandé. Nous avons simplement convenu d'essayer. Moi, de garder la porte entrouverte. Lui, de poursuivre son processus de réflexion et de changement. Le temps passe différemment lorsqu'on vit enfin selon ses propres termes. Les journées qui s'éternisaient dans la monotonie s'écoulent maintenant avec détermination. Les saisons changent. Les violettes de mon jardin fleurissent, se reposent, puis refleurissent. Ma chaîne internet a dépassé les 10 000 abonnés, un chiffre qui m'étonne et m'enthousiasme encore. Il y a 10 000 personnes, des femmes pour la plupart, qui d'une manière ou d'une autre s'identifient à mon histoire, à mes réflexions tardives sur l'autonomie et la dignité. Aujourd'hui, à l'occasion de mon 68e anniversaire, je regarde en arrière et je vois un chemin que je n'aurais jamais imaginé suivre. Il y a 2 ans, j'étais une veuve silencieuse, habituée à occuper les recoins de sa propre vie, attendant patiemment la fin. Aujourd'hui, je suis une voix parmi d'autres, certes, mais une voix qui a trouvé sa raison d'être. Casa Maria a accueilli plus de 50 femmes au cours de ses presque 2 années d'existence. Certaines n'y sont restées que quelques semaines, le temps de réorganiser leur vie après une situation de crise. D'autres restent plus longtemps, notamment des femmes âgées sans famille ni ressources. Nous formons une communauté improbable, unie non seulement par la douleur partagée, mais surtout par la détermination à réécrire nos histoires. Bernadette, la femme que j'ai rencontrée dans le groupe de soutien, coordonne aujourd'hui notre programme d'éducation financière. À 74 ans, elle a découvert non seulement sa valeur, mais aussi sa vocation à enseigner à d'autres femmes comment gérer leurs propres ressources. L'affaire qui l'oppose aux enfants qui l'ont dépouillée est toujours en cours, mais quelle qu'en soit l'issue, elle a déjà retrouvé l'essentiel, son autonomie. Elena et moi avons développé une véritable amitié au-delà des liens familiaux qui nous unissent. Elle est retournée à l'école, inspirée, selon ses propres termes, par ma rébellion tardive. Elle étudie le travail social et fait souvent du bénévolat à Casa Maria. Sa relation avec Eduardo a également changé. Ils semblent tous deux construire un mariage plus équilibré, basé sur le respect mutuel plutôt que sur les attentes traditionnelles qui les emprisonnaient auparavant. Aujourd'hui, pour mon anniversaire, ils ont organisé une petite fête surprise à Casa Maria. Il y avait les résidents, les volontaires, Elena avec Miguel, Eduardo qui se tenait discrètement à l'arrière-plan, et même Carlos, visiblement mal à l'aise mais présent. Julia a fait un petit discours qui m'a ému aux larmes. Madame Maria nous a appris qu'un nouveau départ est possible à tout âge, que la liberté n'est pas un privilège de jeunesse, mais un droit pour tous, à chaque étape de la vie, que notre voix compte, quel que soit le nombre de rides sur notre visage ou de cheveux gris dans notre chevelure. C'est pourquoi nous célébrons aujourd'hui non seulement une nouvelle année de votre vie, mais aussi la vie que vous avez choisi de vivre selon vos propres termes. Après la fête, une fois rentrée à la maison, je me suis assise sur le banc du jardin et j'ai regardé le ciel étoilé.
Les violettes se balançaient doucement dans la brise nocturne. J'ai pensé à Antonio, à nos plus de 40 ans de mariage. J'ai pensé à la jeune Maria que j'étais, pleine de rêves vite étouffés. J'ai pensé à la femme invisible que je suis devenue, en marge de ma propre vie. Et enfin, j'ai pensé à la femme que je suis aujourd'hui. Je ne suis pas la veuve d'Antonio, ni la mère de Carlos et d'Eduardo, ni la grand-mère de Miguel, bien que je sois tout cela aussi. Mais avant tout, je suis Maria. Une femme à part entière, avec sa propre voix, avec ses propres choix, avec une vie qui, même si elle a commencé tard, a encore tant à offrir. De l'intérieur de la maison, j'ai entendu mon téléphone portable sonner, probablement un autre message d'anniversaire. Mais je ne me suis pas levée tout de suite. Je voulais savourer encore un peu ce moment, ce silence désormais choisi et non plus imposé. Ce silence qui ne représentait plus l'absence, mais la plénitude. Merci, ai-je murmuré au ciel étoilé, aux violettes, à moi-même. Pas pour la douleur, bien sûr, mais pour l'éveil qu'elle a provoqué. Pour la femme que je me suis découverte, même à 66 ans, pour la vie qu'il me reste à vivre. Non plus une vie d'attente, mais une vie d'objectif. Demain, j'enregistrerai une autre vidéo. Il me reste tant de choses à dire, tant de femmes à atteindre, tant de Marias réduites au silence qui attendent de découvrir qu'elles aussi peuvent avoir une voix. Et je ne faisais que commencer.